vidéo de nouveaux missiles tirés par Téhéran. L'Iran a tiré des missiles hypersoniques vers Israël ces dernières heures. Alors, guerre de communication d'un régime qui est acculé ou réelle riposte d'ampleur. Revoyons ces images de l'agence de presse iranienne Wana et maintenant on va se poser toutes les questions. Tout ça, selon vous, n'est-ce que de la communication d'un régime qui est à genoux, ou il s'agit effectivement d'une étape supplémentaire dans le plan d'un régime qui réagit, qui riposte? Avant-hier, ils ont frappé une télévision nationale. Hier, les gars ont répondu avec des missiles hypersoniques une fois. Il n'y a plus de négociations, c'est-à-dire les gars sont très bons dans les guerres asymétriques, extrêmement bons. Les guerres qui vont se faire à distance là. Peut-être que oui, sur des guerres frontales, un peu comme ce qui se passe en Ukraine, ce serait un peu plus compliqué. Mais pour les guerres asymétriques, ils sont trop efficaces. Ça veut dire que l'Iran a la capacité de harceler et d'épuiser ses ennemis sans confrontation directe. On n'aura pas 100 000 hommes contre 100 000 hommes, non. Vous serez 100 000, eux ils vont envoyer 500 000 missiles sur vous. Parce que tous les arguments que j'ai listés là consistent effectivement à dire qu'ils ont déjà tous les prérequis pour avoir des missiles hypersoniques. Vous êtes même quel genre d'expert qui ne détaille pas tous les éléments, mais vous venez simplement faire de la propagande. Si vous êtes appelé sur des plateaux télé, c'est pour faire quoi? De la propagande ou expliquer des éléments qui vont permettre aux autres de faire des analyses. Mais pourquoi les gens s'y aiment trop mentir pour rien comme ça? Aujourd'hui, quand on parle de missiles balistiques, tous les missiles balistiques sont hypersoniques. Il est possible qu'ils aient développé quelques, on va dire, prototypes d'armes hypersoniques lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Pour lui, il n'y a pas eu de missiles hypersoniques envoyés depuis l'Iran jusqu'à Israël? Non, pas du tout. Franchement, les Iraniens ont publié des photos que Tel Aviv brûlait. C'était des photos qui avaient été prises, je ne sais pas, quelque part dans le monde. Les Iraniens publient chaque jour pratiquement des succès énormes militaires qui sont totalement faux. Ah bon? Oh! Donc toutes ces images-ci sont fausses, si je comprends bien. Tout ça, c'est quoi? Je ne comprends pas. Ces images, ce sont les images de quoi? Tous les drones que l'on voit et qu'on... En fait, ou bien c'est nous qui voyons mal. Il ne s'agit pas d'Israël ici. Il s'agit d'un autre endroit. Mais on voit depuis 5 jours que les Iraniens ont très peu de capacité pour cela. Brandon. Oui, bien sûr. On voit depuis l'autre jour que les Iraniens ont toujours peu de capacité. D'ailleurs, ils n'ont même jamais eu de capacité. On ne sait même pas comment est-ce qu'ils arrivent à combattre. Tant qu'on y est. L'Iran a répondu. Frappe de missiles massifs de l'Iran en Israël. Ils ont détruit des bureaux de la télévision nationale d'Iran. Et la télévision n'a pas arrêté d'émettre. Ils se sont contentés de changer de bureau et ont recommencé à diffuser les images. Et donc maintenant, l'Iran tire des missiles hypersoniques en direction d'Israël. Parce qu'ils doivent répondre. La réponse est nécessaire. Elle est vitale. Ils ne peuvent pas se contenter de juste subir. Et Israël a oublié la règle numéro 1. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Parce que plus un adversaire est acculé, est sous pression, plus la réponse peut être dangereuse. S'ils avaient lu l'art de la guerre, ils se seraient rendus compte qu'en réalité, le meilleur moyen de gagner une guerre, c'est de ne jamais la démarrer. L'édition spéciale se poursuit sur LCI avec ces images qui ont été fournies par l'agence de presse iranienne Wana. Vidéo de nouveaux missiles tirés par Téhéran. Quel type de missile? Ce n'est pas clair, on ne précise ni le lieu ni la date d'ailleurs, mais sachez que les gardiens de la Révolution affirment que l'Iran a tiré des missiles hypersoniques vers Israël ces dernières heures. Alors, guerre de communication d'un régime qui est acculé ou réelle riposte d'ampleur. Et puis face à ça, vous le savez, on y reviendra, la grande question c'est toujours diplomatie ou guerre, que va choisir Donald Trump. Revoyons ces images de l'agence de presse iranienne Wana et maintenant on va se poser toutes les questions. Tout ça, selon vous, n'est-ce que de la communication d'un régime qui est à genoux, ou il s'agit effectivement d'une étape supplémentaire dans le plan d'un régime qui réagit, qui riposte? Très clairement, on peut dire que le pouvoir réagit parce qu'il est menacé. Bien évidemment, aujourd'hui même, par exemple, la télévision iranienne vient de montrer donc les images d'un drone israélien qui a été abattu au-dessus apparemment de la ville d'Isfahan. Donc le journaliste était devant un drone qui a abattu en montrant les images de près. Donc un très grand drone. Alors je ne sais pas de quel type de drone il s'agit. Les autorités disent aussi
aussi que avoir abattu au moins 4 avions israéliens, des avions F-35, mais là on n'a pas d'image. Mais ce qui est certain, c'est que malgré donc les frappes de la première nuit et donc la mort de plusieurs responsables des gardiens de la Révolution, le chef des gardiens de la Révolution, mais aussi surtout le chef du programme balistique des gardiens de la Révolution, qui a été tué en même temps que 7 de ses adjurants dans une frappe israélienne apparemment. Donc malgré cela, l'Iran a commencé à lancer immédiatement, après 15 heures environ, 15-18 heures, des missiles contre Israël. Et puis depuis, ça n'arrête pas. Donc on continue donc à tenir tête, à répondre et à riposter contre Israël avec des missiles de plus en plus puissants. Alors jusqu'à quand cela va être possible? Combien de missiles l'Iran dispose? C'est toutes les questions que bien sûr tout le monde se pose. C'est normal. Celui qui a déclenché la guerre avait oublié dans les paramètres le fait que l'Iran était prêt à enchaîner une guerre de longue durée. Ceux qui pensaient venir simplement attaquer, détruire et repartir se sont rendus compte que l'Iran s'est préparé. Et depuis le début dans mes analyses, je fais comprendre que ça, c'est le début d'une guerre de longue haleine. Ce n'est pas une guerre qui va se terminer en 2 semaines. Les médias américains se sont précipités pour essayer de nous faire comprendre que voilà, l'Iran n'est pas armé. D'ailleurs, au début, on a écouté, est-ce que le régime iranien est à genoux, alors c'est une riposte? Et le monsieur a été clair, c'est une riposte. C'est une riposte, ils ne vont pas se contenter de subir. Malheureusement pour les Occidentaux, ils ont sous-estimé l'Iran, encore une fois. Un pays qui vivait dans la peur constante de se faire attaquer à tout moment. Ils se sont préparés, ils ont pris le temps de se préparer. Et on l'avait dit, on parle de 91 millions d'habitants. Ce n'est pas une petite milice, c'est une armée officielle nationale. Une armée préparée, aguerrie et qui a l'habitude des conflits. On parle d'un pays sous embargo qui a appris la résilience en temps de guerre comme en temps de paix. Il se disait que ça allait être quoi? Un jeu d'enfant, une facilité, un simple truc. Dans une précédente analyse, je faisais comprendre qu'il ne s'agit pas de Gaza, il ne s'agit pas du Liban, il ne s'agit pas du Yémen. On est en train de parler de l'Iran. Un pays qui s'est renforcé sur les dernières années. Vous devez comprendre que l'Iran ne peut pas se permettre d'abandonner face à Israël et aux États-Unis. C'est impossible. Et même si cela implique une guerre de longue durée avec des coûts astronomiques, ils ne peuvent pas se permettre d'abandonner. Et ce, pour plusieurs raisons fondamentales qui touchent en fait sa souveraineté, son identité régionale, sa sécurité et sa crédibilité idéologique. L'Iran ne peut pas se permettre d'abandonner. Déjà, si on parle de questions stratégiques, Israël et les États-Unis ne cherchent pas seulement à contenir l'Iran. Ils veulent affaiblir et renverser le régime. Ça veut dire que si Téhéran plie ou recule, ça va encourager les interventions beaucoup plus agressives, voire des opérations de changement de régime. Ils ont été clairs, non? Netanyahou l'a dit, tout le monde l'a dit. Même l'ambassadeur d'Israël en France a encore rappelé cet objectif. Leur but, c'est de prendre le contrôle intégral de l'Iran avec un gouvernement fantoche, un gouvernement de valets. Ça veut dire qu'abandonner là maintenant, ce ne serait pas simplement vu comme une preuve de faiblesse. Ce serait une preuve de faiblesse qui va engendrer l'effondrement interne de tout. Il y aura des révoltes, des insurrections, des déstabilisations et j'en passe. Ensuite, on parle de crédibilité régionale. L'Iran se pose en leader de la résistance anti-impérialiste, ce depuis des décennies. Et surtout, il se présente comme anti-israélienne. Donc, il se présente comme l'anti-impérialisme, mais plus précisément l'anti-impérialisme d'Israël. Et ce, dans tout le monde musulman, notamment dans le monde chiite. C'est comme ça qu'ils se sont renforcés. C'est sur la base de ça qu'ils partent faire des négociations. Ça veut dire que s'il recule, il va immédiatement perdre toute influence auprès de ses alliés. Le Hezbollah, c'est-à-dire le Liban, les Houthis, c'est-à-dire le Yémen, ou encore les milices chiites en Irak, et aussi en Syrie, les quelques soutiens qu'il a encore malgré la chute de Bachar al-Assad. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits, celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit
droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. Après la crédibilité régionale qu'ils ne veulent pas perdre, qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre, il y a le facteur religieux qui entre en compte. Oui, c'est très important. Parce que cette république islamique a été fondée sur une opposition frontale à l'arrogance occidentale, à Israël et au sionisme. Donc, leur identité dans la construction est anti tous ces gars-là. Et après, il y a l'opportunité historique. Israël est enlisé sur plusieurs fronts. Ils sont en train de combattre sur plusieurs terres à la fois. Gaza, Cisjordanie, Liban et j'en passe. Donc il y a plusieurs fronts qu'ils sont en train de gérer. Les États-Unis de leur côté sont grandement affaiblis politiquement sur la scène internationale. Et les États-Unis sont également sur plusieurs fronts. Et actuellement, ils sont même terriblement engagés en Ukraine contre un autre ennemi de taille là-bas qu'ils ne peuvent pas vaincre. Donc, pour l'Iran, pour Téhéran actuellement, c'est le bon moment pour redistribuer les cartes au Moyen-Orient. Parce que les deux acteurs majeurs les plus dangereux sont en fait sous pression. Et aucun des deux ne peut se permettre une longue guerre actuellement, alors que l'Iran, si, même si elle a quelques désavantages. L'Iran possède des capacités de guerre longues. Ils ont une capacité asymétrique extrêmement solide. L'Iran est maître de la guerre asymétrique. Ça veut dire que les drones, les missiles balistiques, les cyberattaques, les guerres navales non conventionnelles, ils sont maîtres dans ça. La preuve. Avant-hier, ils ont frappé une télévision nationale. Hier, les gars ont répondu avec des missiles hypersoniques une fois. Il n'y a plus de négociations, c'est-à-dire les gars sont très bons dans les guerres asymétriques. Extrêmement bons. Les guerres qui vont se faire à distance là. Peut-être que oui, sur des guerres frontales, un peu comme ce qui se passe en Ukraine, ce serait un peu plus compliqué. Mais pour les guerres asymétriques, ils sont trop efficaces. Ça veut dire que l'Iran a la capacité de harceler et d'épuiser ses ennemis sans confrontation directe. Sans confrontation frontale, littéralement. On n'aura pas 100 000 hommes contre 100 000 hommes, non. Vous serez 100 000, eux, ils vont envoyer 500 000 missiles sur vous. Je vous assure que vous êtes très rapidement fatigués. Et la stratégie de l'Iran va grandement reposer sur le fait qu'il y a plusieurs fronts ouverts. Le front au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, en Palestine, etc. Je vous assure qu'ils vont s'en servir et pas petit. L'Iran a également l'avantage d'un territoire immense, un territoire montagneux et très difficilement pénétrable. On a parlé d'à quel point c'est hyper dur de toucher leurs installations militaires. C'est parce qu'ils ont un territoire montagneux et que toutes leurs installations sont dans les montagnes. À l'intérieur et pas au-dessus. C'est à l'intérieur, dans des grottes et j'en passe. Très difficile de les attaquer, très difficile de les trouver, très difficile de les espionner. Alors qu'on sait très bien à quel point il y a des espions de la CIA en Iran. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à détruire le système bâti. L'Iran possède aussi une industrie militaire nationale capable de produire des armes de masse et sous sanction. Ils l'ont fait, la preuve. Donc, ils peuvent produire des armes. Ils peuvent les produire massivement, en grande quantité, malgré le fait que les gars soient sous sanction. Donc, vous imaginez à quel point ils se sont préparés à la guerre. Parce qu'ils savaient qu'il y a un voisin immédiat qui peut être un ennemi à tout moment, du jour au lendemain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Israël est devenu un ennemi du jour au lendemain. La veille, rien ne s'est passé. Le lendemain, une frappe et bam, les hostilités ont été déclenchées. Depuis vendredi, je dis que ça a commencé comme un claquement de doigts, comme si de rien n'était. Comme un vendredi normal. Maintenant, quand on parle de guerre, on parle de peuple. Le peuple, il est résilient. Il est habitué aux sanctions. Il est habitué à l'isolement. Ils ont développé une très forte résilience. Et en cas de guerre, comme ils ont commencé ici, le nationalisme prend immédiatement le relais à l'idéologie islamique. C'est naturel, c'est humain, c'est psychologique en fait. Donc, même si les États-Unis et Israël ont une supériorité écrasante en matière d'aviation, en matière de renseignement, de technologies de guerre et des technologies de précision, l'Iran a de quoi répondre. L'économie est sous sanction depuis. Certes, c'est un désavantage, mais leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à survivre malgré toutes ces sanctions-là, leur donne un avantage que les autres n'ont pas. Eux, ils peuvent fonctionner avec une économie pratiquement morte. Les autres n'arrivent pas à le faire. Et maintenant, je vais encore réitérer ce que j'ai dit depuis. La Chine et la Russie soutiennent l'Iran politiquement, mais évitent toute implication directe. Ce n'est pas bon. Et l'Iran aussi ne les a pas aidés. Parce que quand la Russie a proposé une aide militaire à l'Iran, l'Iran a refusé. Et je trouve ça personnellement dommage. Ça veut dire qu'en cas de longue guerre directe, l'Iran peut être isolé militairement et c'est dangereux. Du moins, si la Chine et la Russie n'interviennent pas. Quoique je parierais sur leur intervention, étant donné que le détroit d'Ormuz est trop important pour les deux cas de figure. Et
les chefs des BRICS, Russie, Chine, ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre l'Iran dans la région. C'est une zone trop importante pour les BRICS et la géopolitique de l'Eurasie. Donc voici Vladimir Poutine qui dit qu'il avait proposé son aide à l'Iran, mais l'Iran a refusé. Saint-Pétersbourg ce jeudi, le président russe reçoit des journalistes. Question, Téhéran a-t-il sollicité Moscou pour obtenir une aide militaire contre Israël? Nous avons proposé à nos amis iraniens de travailler dans le domaine des systèmes de défense aérienne. Mais ils n'ont pas manifesté beaucoup d'intérêt à l'époque. Et nous en sommes restés là. Quant à l'accord que vous avez mentionné sur le partenariat stratégique, il ne contient aucun article relatif au domaine de la défense. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que nos amis iraniens ne font pas de demande à ce sujet. Le partenariat stratégique de 20 ans que le président évoque est un traité signé en janvier entre Moscou et Téhéran qui prévoit bien une coopération plus étroite en matière militaire, mais qui ne comporte pas de clause de défense mutuelle. La déclaration et la distance affichée par le président russe ressemblent tout de même à un abandon d'un ami en rase campagne. Non, pas du tout. Rien à voir. Il a juste fait comprendre qu'il attend la demande de l'Iran. Ne nous mettez pas de fausses idées dans la tête. Comme vous êtes très fort pour manipuler les gens. Il a été clair. Il a proposé l'aide, l'Iran a refusé. Donc il attend que l'Iran vienne dire « Ok, là on en a besoin et ils vont agir ». Mardi, l'ambassadeur iranien en Russie postait ce message sur le réseau X. En ces jours cruciaux, la grande nation d'Iran n'oubliera pas quels pays nous ont soutenus et quels pays sont restés indifférents. Car ces dernières années, la Russie, marginalisée par les Occidentaux, s'est largement rapprochée de l'Iran et utilise même ses drones Shahed en Ukraine, des drones que la Russie peut même fabriquer seule, sous licence. La guerre ne devrait donc pas affecter les capacités de combat de la Russie, qui cherche à conserver de bonnes relations avec Israël, où vit une importante et influente communauté russophone. Par ailleurs, selon cet expert cité dans le New York Times, la Russie, lorsqu'il s'agit de l'Iran, doit peser la possibilité d'un affrontement avec Israël et les États-Unis, donc sauver l'Iran n'en vaut évidemment pas la peine. Qui le dit? Vous? Ce sont vos analyses, vos analystes qui le prétendent, ou bien c'est la Russie qui l'a dit? Parce que si on est censé croire les déclarations ou les réflexions des Occidentaux dessus, vraiment, il faut laisser. Il faudrait que ce soit la Russie qui le dise par un canal officiel. Et là, oui, peut-être qu'on croira à ce mensonge. Peut-être. Il faut que l'on comprenne très bien, l'Iran est beaucoup trop importante pour les BRICS. L'Iran est beaucoup trop importante pour le Sud global, en règle générale. Donc, même s'ils ne veulent pas, même si à l'idéal, une médiation peut être proposée, ce sera chaud. Ce sera chaud que la Russie, plus la Chine abandonne l'Iran. D'autant plus qu'ils viennent d'avoir un gros revers avec la Syrie. Vladimir Poutine sait qu'il est dans son intérêt de s'attirer les bonnes faveurs de Donald Trump. De plus, la guerre et la déstabilisation du Moyen-Orient pourraient même être une aubaine économique pour la Russie. Les bonnes faveurs de Donald Trump n'ont aucune valeur. Zéro. Niet, rien. On parle d'un gars qui change d'avis comme... Je ne sais même pas quoi. Il change tellement d'avis le matin, à midi, le soir. Je voulais dire changer d'avis, comment on change ses chaussettes. Mais les chaussettes, on peut même les porter toute une journée. Lui, vraiment, entre une heure et l'autre heure, il a changé d'avis. Donc, les bonnes faveurs de Donald Trump ne représentent rien du tout pour la Russie. Ne représentent rien du tout pour Poutine. Donc, il ne sait rien. C'est vous qui voulez faire penser aux gens que Poutine a un quelconque intérêt à avoir les faveurs de Trump. Parce que dans les faits, ce n'est pas le cas. Russie, grâce à la hausse des prix du pétrole. Et je ne pense pas que c'est dans les intérêts de la Russie de perdre l'accès au détroit d'Ormuz. Mais globalement, vous avez l'idée. Merci infiniment, Siavash Ghazi, correspondant à RFI France 24 en Iran. Merci d'avoir été avec nous. On va voir maintenant des images de ces missiles Fatah 1, puisque c'est leur nom pour l'Iran, à ces missiles balistiques hypersoniques qui ont été dévoilés en 2023 par les gardiens de la Révolution. Général, y a-t-il encore des doutes qui subsistent quant au fait que l'Iran ait réussi à produire de tels types de missiles, et doutez-vous de la capacité de l'Iran à en lancer aujourd'hui ? Moi, j'en doute fortement. D'abord parce que les grandes nations dans l'armement n'ont pas encore réalisé des hypersoniques d'une manière, je dirais, industrielle. Donc, on a des prototypes, et que l'Iran y soit arrivé, c'est un peu surprenant. Ensuite, si effectivement... C'est un peu surprenant, pourquoi? Parce que vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose que les autres ne vont pas réussir à le faire.
Puisque comme vous vous êtes toujours placé comme étant le barème de je ne sais quoi, le barème du monde, le barème de la planète, le barème de l'innovation technologique, vous avez l'impression que si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que les autres n'y arrivent pas. C'est pas comme ça que ça marche. Vous n'arrivez pas à faire les Oreshnik. Est-ce que c'est pour ça que la Russie ne l'a pas fait? Mais ces gars doivent quand même se méfier que ça te surprendrait. Donc, sois donc surpris, parce qu'ils l'ont fait. Ce missile a été envoyé. Quel est le résultat? On n'a pas eu trop d'écho sur ce qui s'est passé en Israël. Est-ce qu'il a été si performant que cela? Donc on est dans la propagande. En fait, on le voit depuis... Ou alors vous êtes en train de cacher l'information. On peut aussi y penser. Parce que s'il n'y a pas trop d'écho sur les dégâts que ça a causé en Israël, c'est peut-être que vous cachez l'information. Ce qu'il y a sûr, c'est que d'ici quelques heures, ça va sortir. Et on en parlera. 2022, je reprends cet exemple de la guerre en Ukraine. Le mot hypersonique voudrait dire qu'on est une grande nation technologique. C'est ce qu'a fait la Russie en parlant régulièrement. Et puis de l'autre côté, les Ukrainiens en disant nous avons arrêté un missile hypersonique. Non. Le mot hypersonique signifie qu'on est une grande nation technologique, oui. Est-ce que la Russie ne l'est pas? Est-ce que la Russie n'a pas de missiles hypersoniques? Alors, quand tu dis que l'Ukraine a réussi à arrêter un missile hypersonique, est-ce que ça veut dire qu'ils arrêtent les missiles hypersoniques de la Russie? Qui essaye de manipuler qui maintenant? François Chovancy, consultant géopolitique, toujours un ancien général. Vraiment, c'est-à-dire, c'est terrible, hein? Le mot hypersonique, aujourd'hui, donne l'impression d'avoir une arme ultime. En fait, on n'en est pas là aujourd'hui. Le mot hypersonique ne décrit que la façon dont l'arme fonctionne. C'est tout. C'est vous qui essayez de diriger l'impression qu'on doit avoir dans nos esprits. Non. Quand on entend hypersonique, on entend que ça va très vite. C'est tout ce qu'on entend. Tout le reste là ne relève que de ton interprétation personnelle, pas de l'interprétation des autres. Ne parle pas pour nous. Ce sont des missiles améliorés sans doute, qui vont loin, qui en bout de course sont capables d'aller plus vite, c'est vrai, à Mach 5, donc en gros 6000 km à l'heure. Voilà, on en est aujourd'hui. Donc on est bien dans une forme de propagande. Les missiles existent peut-être, mais une production industrielle, j'ai du mal à y croire. On est en direct également avec Michel Polaco. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Michel Polaco, ce matin. Vous êtes expert en aéronautique et questions de défense. Michel Polaco, croyez-vous effectivement que l'Iran soit capable non seulement de lancer des missiles hypersoniques en ce moment, mais même de les avoir en sa possession, le fameux donc Fatah 1? Alors en fait, les missiles en question sont quand même basés sur des missiles balistiques qui ensuite peuvent avoir une phase atmosphérique et qui, elle, est manœuvrante. Mais c'est vrai que c'est une technologie, celle du missile totalement hypersonique, extrêmement rapide, qui est très complexe, que très peu de pays possèdent. Les Chinois ont fait des essais en 2022, les Américains. Apparemment, seuls les Russes possèdent des armes opérationnelles et ils en ont en petit nombre. Les Français développent aujourd'hui, mais pour 2035, un successeur au missile ASMPA, qui est le missile utilisé par les forces aériennes stratégiques, c'est-à-dire par les Rafales, dans le cadre de la défense et de la dissuasion nucléaire. Mais enfin, vous voyez, ce sera pour 2035, même si on travaille beaucoup dessus avec l'ONERA, avec MBDA, etc. Et je ne pense pas que les Iraniens possèdent des installations d'essai leur permettant de travailler véritablement sur des missiles totalement hypersoniques, c'est-à-dire n'ayant pas de phase balistique et n'ayant que des phases atmosphériques. Donc, en gros, des missiles à tir tendu, de type missile de croisière, mais atteignant des vitesses très largement supérieures à Mach 5. Alors, moi, au contraire, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que je pense que l'Iran possède des missiles hypersoniques. Vu que là, c'est ce qu'il pense, donc je peux aussi dire ce que je pense. On n'est pas sur des faits, on est sur des suppositions. Déjà, ils peuvent avoir des missiles hypersoniques pour plusieurs raisons. On va essayer de décortiquer ça rapidement. Pour des raisons de stratégie militaire, de ses capacités industrielles et d'aide extérieure, des trucs qu'il aurait pu recevoir. Alors, déjà, l'Iran investit énormément et massivement dans les missiles depuis 30 ans, à une quantité phénoménale. Depuis la guerre Iran-Irak de 1980-1988, l'Iran a fait des missiles balistiques le pilier central de sa défense. Puisqu'ils sont privés d'une aviation moderne à cause des sanctions américaines, des sanctions occidentales, Téhéran a donc compensé en développant de très puissantes frappes au sol et à longue portée. Ils n'avaient pas d'autre choix. C'est leur seule manière de pouvoir survivre. Ils possèdent déjà, et ça c'est avec certitude, des missiles capables d'atteindre 2000 km. Ce qui couvre tout Israël et toutes les bases américaines au Moyen-Orient. Ça déjà, c'est bon.
il maîtrise la situation. Ce qui veut dire que, vu qu'il possède déjà ça depuis longtemps, les missiles hypersoniques ne seraient que l'évolution naturelle à leur stratégie, vu que de toute façon, ils n'ont pas autre chose. Et il maîtrise déjà plusieurs technologies clés pour aboutir à ça. L'Iran a accumulé un savoir-faire dans la propulsion à carburant solide. C'est plus stable et plus rapide à lancer que le carburant liquide, ce qui est indispensable pour les missiles très rapides. Il maîtrise déjà les technologies de manœuvre terminale. Certains missiles iraniens comme le Fateh 10 ou encore le Deathful peuvent changer de trajectoire en phase finale. Ce qui est un préalable, est une base au vol hypersonique non balistique. Ils ont aussi déjà maîtrisé la technologie de la miniaturisation des têtes et guidage inertiel. C'est un élément essentiel pour faire voler des missiles à très grande vitesse et de manière contrôlée. Maintenant, il est très probable que l'Iran possède déjà des missiles hypersoniques, donc que ce ne soit même plus un doute, simplement parce que il s'agit d'une évolution de missiles balistiques, pas une révolution. C'est simplement une évolution. Je ne sais pas, tu as une voiture, tu améliores les pneus, tu améliores le moteur. Ce n'est pas comme s'ils doivent créer la voiture partant de zéro, non. C'est juste une évolution d'une technologie qui existe déjà. On a des voitures, le but c'est de la rendre plus rapide, plus résistante, mieux manœuvrable, c'est tout. Vu que tout le reste, ils possèdent déjà. Le boulot était juste de travailler sur la vitesse. C'est qu'ils ont fait. Donc quand il arrive, il dit qu'il doute là, je ne vois pas. Il se base sur quoi pour douter en fait? Monsieur l'expert en aéronautique et questions de défense. Parce que tous les arguments que j'ai listés là consistent effectivement à dire qu'ils ont déjà tous les prérequis pour avoir des missiles hypersoniques. Vous êtes même quel genre d'expert qui ne détaille pas tous les éléments, mais vous venez simplement faire de la propagande. Si vous êtes appelé sur des plateaux télé, c'est pour faire quoi? De la propagande ou expliquer des éléments qui vont permettre aux autres de faire des analyses. Mais pourquoi les gens s'y aiment trop mentir pour rien comme ça? Puisqu'ils se contentent de donner son avis sans expliquer tout ce que j'ai dit là. Sans partir de la jeunesse des choses, expliquer pourquoi est-ce qu'ils peuvent potentiellement l'avoir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un gros défi pour eux, mais simplement la continuité d'une stratégie qui est déjà établie depuis longtemps? Les missiles hypersoniques, ce n'est pas de la magie. Tout missile balistique vole déjà à des vitesses hypersoniques. On parle de Mach 5 à Mach 20. Donc 5 fois la vitesse du son à 20 fois la vitesse du son. Et ce, durant toute sa trajectoire. Vous passez par la suite, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. La seule nouveauté dans les missiles hypersoniques, c'est la capacité à manœuvrer à ces vitesses-là, Mach 5, Mach 20, dans l'atmosphère. C'est ça la complication en fait. Juste être capable de manœuvrer des missiles qui vont à cette vitesse-là dans l'atmosphère. Et ça rend leur interception beaucoup plus difficile. C'est tout le boulot des missiles hypersoniques. Pas d'aller plus vite, mais simplement qu'on soit capable de les diriger. Ça veut dire pour ça qu'il suffisait à l'Iran de modifier la forme, la coupe thermique et le système de guidage de tous ces missiles existants déjà pour pouvoir les faire entrer dans la catégorie de missiles hypersoniques. Et c'est ça que ce monsieur ne dit pas. Quand il dit que c'est impossible, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas la vitesse que les gars touchent, c'est la manœuvrabilité, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il suffit qu'ils touchent la coupe thermique, le système de guidage et modifie la forme du missile qui existe déjà. C'est tout. Et ça devient donc un missile hypersonique manœuvrant. Et maintenant, j'ai parlé d'un facteur qu'on ne peut pas négliger. Admettons que voilà, ils n'ont même pas eu le temps de faire les recherches là-dessus. Ils ont des alliés qui ont déjà fait des recherches là-dessus, qui ont déjà des résultats, qui l'ont déjà implémenté, qui ont déjà testé et fabriqué. Ils peuvent juste copier, point à la ligne. Discuter avec les gars qui ont vu la licence, point. Tout comme l'Iran a donné la licence de ses drones à la Russie. Vous pensez que ce serait difficile pour la Russie de donner les licences de ses missiles hypersoniques à l'Iran? Je ne pense pas. L'Iran a accès à la technologie russe, nord-coréenne et chinoise. Parfois même via des échanges officieux. On envoie 2 espions là, ils partagent les cartes et les schémas, c'est bon. La Corée du Nord et la Russie ont grandement investi dans les armes hypersoniques. Et l'Iran a historiquement coopéré avec eux sur leur programme balistique. Donc, est-ce que ce serait surprenant qu'ils les aient? Pas du tout. En fait, on n'est même pas dans un doute. J'ai parlé de manière personnelle à mode, c'est ce que je pense, pour pouvoir répondre à cet expert en aéronautique, là, vu qu'il a aussi dit que c'est ce qu'il pense. Mais sinon, dans les faits, vraiment, avec tous les éléments que j'ai cités là, est-ce que c'est encore une affaire de douter? Et il ne faut pas aussi qu'on oublie que la guerre asymétrique pousse à innover. L'Iran sait qu'en cas de guerre ouverte contre Israël et les États-Unis, il ne pourra jamais rivaliser dans les airs.
L'Iran en est parfaitement conscient. Tout le monde est conscient de ça. La preuve, même quand on écoutait Vladimir Poutine, il a parlé de renforcer les capacités aériennes de l'Iran. Parce qu'on sait que c'est là le plus gros point faible de l'Iran. Donc, la guerre pousse à innover. Ils sont conscients de leur faiblesse. Ils vont donc chercher des armes capables de défendre contre des adversaires aussi belliqueux et contre des adversaires qui volent. C'est pour ça qu'ils vont utiliser des drones, des missiles de croisière, des roquettes de saturation et maintenant des missiles hypersoniques. Parce que ces armes sont destinées à dissuader, à se défendre. Un missile hypersonique peut frapper Tel Aviv en quoi? En moins de 3 minutes. D'ailleurs, c'est ce que ça a fait. Et donc créer de la peur, ce qui va forcer les adversaires à réfléchir avant de les attaquer. Moi, je ne sais pas quel expert ils appellent toujours, ils appellent à chaque fois, qui ne prennent pas le temps de détailler les éléments pour que les gens puissent avoir une idée globale avant qu'ils ne donnent leur conclusion. Parce que moi, ce que je viens de faire là, ils ne le font jamais. Je viens de détailler des éléments. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Je ne comprends pas. Ils sont payés pour faire de la propagande avec le tampon expert devant leur nom. Ou bien, si on demande l'intervention d'un expert, c'est pour comprendre quelque chose que les néophytes ne comprennent pas. Mais je suis toujours surpris que j'arrive à mieux expliquer leur domaine qu'eux. Tout ça parce qu'ils arrivent pour faire de la propagande et non pas pour dire la vérité. Aujourd'hui, quand on parle de missiles balistiques, tous les missiles balistiques sont hypersoniques, puisque tous les missiles balistiques dépassent Mach 5 comme vitesse. Donc il faut voir quelle est la part du réel et la part du médiatique, je puis dire, ou du dissuasif dans le discours iranien. Il n'en reste pas moins qu'ils ont vraiment une panoplie balistique très importante, très développée, et que dans ce cadre-là, il est possible qu'ils aient développé quelques, on va dire, prototypes d'armes hypersoniques lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Alors, on va écouter l'ambassadeur, restez avec nous, hein, l'ambassadeur d'Israël en France, qui sur le plateau de la matinale de TF1 Bonjour, a démenti cette information. Non, pour lui, il n'y a pas eu de missiles hypersoniques envoyés depuis l'Iran jusqu'à Israël. Non, pas du tout. Franchement, les Iraniens ont publié des photos que Tel Aviv brûlait. C'était des photos qui avaient été prises, je ne sais pas, quelque part dans le monde. Les Iraniens publient chaque jour pratiquement des succès énormes militaires qui sont totalement faux. Ah bon? Oh! Donc toutes ces images-ci sont fausses, si je comprends bien. Tout ça, c'est quoi? Je ne comprends pas. Ces images, ce sont les images de quoi? Tous les drones que l'on voit et qu'on... En fait, ou bien c'est nous qui voyons mal. Il ne s'agit pas d'Israël ici. Il s'agit d'un autre endroit. En tout cas, si vous estimez que tout ça là, c'est faux, ça n'existe pas, c'est largement exagéré, ok. Tout ce qu'on n'aura qu'à attendre, c'est la fin du conflit, non? L'histoire nous dira la vérité. De toute façon, l'histoire nous dit toujours la vérité. Peu importe à quel point vous essayez de la cacher. Non, les Iraniens n'ont pas de missiles supersoniques. Oui. Donc, et donc, Michel... Le monde entier est en train de douter. Tout le monde est en train de se poser la question, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils n'ont pas? Et bien sûr, c'est Israël qui vient répondre, non, l'Iran n'a pas de missiles hypersoniques. Bien sûr, dans toutes leurs enquêtes, c'est-à-dire, ils font une très longue enquête extrêmement sérieuse. Personne ne se dit, tiens, et si on appelait un officiel de l'Iran juste pour avoir son avis, juste pour essayer d'avancer dans l'enquête? Non. On appelle des experts, on appelle l'ambassadeur d'Israël, on appelle tout le monde, on appelle des généraux occidentaux, bien évidemment. Mais on n'appelle personne en Iran pour leur dire, hé les gars, on est en train de se poser la question de savoir est-ce que vous avez les missiles hypersoniques là? Est-ce que vous les avez même? Juste pour être sûr. Oui, on a lu le communiqué officiel, mais on doute un peu. Personne ne s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut les appeler? Est-ce qu'on peut avoir un renseignement vraiment beaucoup plus pertinent venant des principaux concernés, non? Les Iraniens? Pas du tout. Ils finissent de faire leur univers là-bas et puis voilà, on quitte derrière. Michel Polaco, on est en plein dans la guerre de communication, la guerre psychologique selon vous avec ces images et ces déclarations? Oui, je crois qu'il y a quand même un petit problème de langage, si vous voulez, de la part des intervenants, y compris israéliens. Une fois, je vous répète, tous les missiles balistiques, et les Iraniens en tirent des quantités, sont hypersoniques. Donc, bien évidemment, ils ont des missiles hypersoniques. Mais ce sont des missiles qui ont une trajectoire
orbitales, qui donc sont obligées de monter très haut dans l'atmosphère et hors de l'atmosphère, jusqu'à 500 km, voire plus, avant de retomber. Et donc leur trajectoire est prédictible, en tout cas par des pays très équipés, comme le sont Israël, avec l'aide des Américains, bien évidemment. Il y a, oui, des missiles hypersoniques qui peuvent retomber sur des villes israéliennes. Mais ce sont des missiles dont la trajectoire est prédictible. C'est ça qui est important. Je vous remercie beaucoup, Michel Polaco, d'avoir été avec nous. Malgré les petits problèmes de son, on s'en excuse, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours précieux de vous entendre. Et en parallèle de ces images et qui sont envoyées donc par les agences de presse iraniennes, il y a aussi les mots et les déclarations qui viennent du guide suprême lui-même directement ces dernières heures, Ali Khamenei, qui a publié une menace apparente contre Israël sur les réseaux sociaux. La bataille commence, voyez ces mots. Ali retourne à Kaïbar, peut-on lire dans ce message. C'est important de préciser que cette déclaration, elle fait référence au premier imam de l'islam chiite et à sa conquête de la ville juive de Kaïbar au 7e siècle. Et le message inclut l'image d'un homme, vous le voyez, armé d'une épée, franchissant une porte semblable à un château avec des traînées de feu dans le ciel. Maya Kadra, comment vous analysez? Vous oubliez le fait qu'il s'est divinisé sur la photo. C'est très intéressant. Regardez, il a mis l'auréole qui brille devant lui. Vraiment, quand tu vois le tableau, tu ne peux pas le manquer. C'est très symbolique. Cette séquence des dernières heures, est-ce que par la communication, l'Iran tente de compenser le fait que le régime est à genoux en réalité? Exactement, c'est une compensation de la défaite militaire parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu... Enseignante et journaliste franco-libanaise, tu n'as pas droit à la parole. Quand on commence d'abord avec évidemment, tu n'es pas sur le terrain, tu ne sais pas comment ça se passe, mais évidemment, l'Iran est à genoux, bien sûr. L'Iran est à genoux, on n'a pas déjà amarré. Grande question qui reste en suspens. Face à ça, c'est que va décider Trump? Les forces américaines, pardon, je précise juste, mais les forces américaines ces dernières heures sont particulièrement en alerte. La question est de savoir si les bases américaines pourraient être touchées. Alors si on se pose... Les bases américaines vont certainement être touchées si les Américains interviennent. D'ailleurs, c'est une des raisons qu'il les retient. Il a écrit quoi là-bas? Les services de renseignement américains montrent que l'Iran se prépare à d'éventuelles frappes sur les bases américaines selon des responsables. Mais bien sûr, vous n'allez pas les attaquer, soutenir ceux qui les attaquent, participer aux attaques et vous attendre à ne pas avoir de riposte ou à ne pas être attaqué en retour. Concrètement, cette question, c'est parce qu'il y a des informations de nos confrères du New York Times qui assurent que l'Iran prépare d'éventuelles frappes sur des bases américaines. Avant d'aller plus loin, les précisions avec Justine Jankowski depuis Washington. C'est l'information que vient de sortir le journal le New York Times. L'Iran se tiendrait prête à frapper les bases militaires américaines si jamais Donald Trump décidait de s'engager dans le conflit. L'Iran pourrait aussi s'attaquer au détroit d'Ormuz, une voie commerciale maritime cruciale, notamment pour le pétrole, et ce, dans le but de coincer les navires américains. Attention, encore une fois, uniquement si Donald Trump décidait de s'engager dans le conflit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'autant que d'autres sources s'engager dans le conflit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, d'autant que d'autres sources rapportent également que les Iraniens seraient prêts à reprendre les discussions avec Washington. Les 24 à 48 prochaines heures seront cruciales. Merci beaucoup, Justine Jankowski. Général, est-ce que vous imaginez... Avant de poursuivre, est-ce que vous faites un pari sur le fait que ce sera réglé diplomatiquement ou pas? J'attends vos avis en commentaire. On fait les paris là-dessus. Moi, je mise sur le fait que ce ne sera pas réglé dans les 48 prochaines heures. Vous avez mon pari. J'attends le vôtre. L'Iran, passer ce cap-là et s'en prendre aux intérêts américains dans la région? Non. Très honnêtement, non. Ça n'empêchera pas qu'il puisse y avoir des éléments isolés. On ne contrôle pas les milices comme cela. En revanche, les conséquences seraient terribles parce que toute la mise en place américaine du point de vue militaire autour de l'Iran, c'est une réalité. D'ailleurs, Donald a mis en garde que s'il y avait une menace sur ses troupes, ou des citoyens d'ailleurs même américains, ça serait terrible. Donc justement, on voit bien que depuis plusieurs jours, l'Iran fait tout ce qu'elle peut, et elle doit, a priori, y réussi, pour qu'il n'y ait pas cet accroc qui justifierait une intervention militaire américaine. Et s'il y avait cet accroc, on parle beaucoup de l'opinion publique américaine, dès lors qu'on touche à un boys, c'est fini. L'opinion américaine bascule derrière son président, et donc permettrait l'engagement total des forces américaines. C'est pour ça que je pense que l'Iran fait très... Oui, mais je doute très fort qu'il y ait un engagement total des forces armées américaines.
Je doute très fort déjà parce que le coût militaire, avant d'aller où que ce soit, le coût militaire et humain, il est colossal. L'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran, c'est un territoire immense de 1,6 million de kilomètres carrés. C'est un territoire montagneux extrêmement difficile à prendre. Trop difficilement envahissable. Vous ne réalisez pas à quel point les montagnes rendent une invasion compliquée. Vous avez déjà essayé de monter des collines. Maintenant, imaginez monter des collines tout en bagarrant avec des armes. Non, c'est trop dur. Aussi, l'Iran dispose de 600 000 militaires actifs et réservistes. Ce n'est pas une petite armée. Ils ont un arsenal balistique extrêmement important, une industrie militaire nationale extrêmement efficace et des forces asymétriques. Ils sont très bons dans les milices et comme j'ai dit, l'utilisation de drones et j'en passe. Donc imaginez encore des gars qui doivent monter des montagnes, qui doivent, on dit escalader des montagnes avec des armes, tout en recevant des drones explosifs constamment sur eux. C'est très compliqué. Donc le coût militaire et humain serait colossal. Après, il y a le fait que ça va embraser toute la région et ce sera inévitable. Téhéran a des relais partout. Le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et en Syrie, ils ont plein de relais en fait. Sans parler de groupes palestiniens comme le Hamas ou encore le djihad islamique. Donc, une attaque frontale contre l'Iran va déclencher en fait une guerre à front multiple dans tout le Moyen-Orient simultanément. Ce qui va mettre Israël sous un déluge de roquettes et des roquettes qui vont venir de plusieurs directions différentes. Et toutes les bases américaines vont être immédiatement neutralisées. Parce que voilà, vu que le danger va commencer par venir de là, c'est normal qu'ils vont essayer de les neutraliser dès la base. Et ils ont des bases en Syrie, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn et dans plein d'autres endroits. Je pense que le chiffre que j'avais vu la dernière fois, c'était 44. 44 bases américaines au total au Moyen-Orient. Je ne suis plus très sûr du chiffre, vous pouvez vérifier, mais je pense que c'est 44. Donc toutes les 44 bases vont immédiatement être attaquées, et ce constamment jusqu'à leur destruction. C'est trop coûteux. Et aussi, Trump a beau faire le fou, je vous promets qu'il préfère éviter des guerres longues. Hein. On connaît sa stratégie, mettre la pression, mais c'est une courte période pour vous faire flancher. Le truc, c'est que pour les guerres longues, je ne pense pas qu'il soit chaud. Il est très peu probable que les États-Unis actuels veulent une guerre longue. Au contraire. On se souvient déjà de l'Irak et de l'Afghanistan. 2 conflits qui ont coûté aux Américains des milliers de vies et qui ont coûté plus de 2000 milliards de dollars. Monstrueux. L'opinion publique américaine est fatiguée de la guerre au Moyen-Orient. Avec ou sans l'attaque des bases américaines, contrairement à ce que le général dit. Oui, toucher les intérêts des Américains bascule l'opinion publique, mais l'opinion publique américaine est fatiguée des guerres au Moyen-Orient. Vous vous rendez compte que toute la population aujourd'hui qui a au moins de 50 ans à descendants, donc de 50 voire 60 ans en descendant, n'entend parler que des guerres au Moyen-Orient. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et puis il y a toujours le risque de confrontation directe avec la Chine et la Russie. L'Iran a des alliés stratégiques qui ne vont pas simplement l'abandonner. Non, l'Iran ne sera pas isolé militairement. Les États-Unis sous Trump préfèrent les pressions diplomatiques et économiques plutôt que des guerres. Et l'Iran peut frapper les flux économiques mondiaux en cas de guerre. Comme il disait là. Voilà au moins un endroit où ils n'ont pas tort. Parce qu'en cas de guerre, en cas d'attaque, l'Iran va certainement bloquer le détroit d'Ormuz. Et on parle d'une bonne partie du pétrole mondial qui transite par là. Une grosse partie. Une partie qui est indispensable au monde actuellement. Si ce n'est encore le temps de créer une autre route qui va prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. Donc on revient à ce que je disais, le coût financier de tout ça. Et quand on voit la réputation actuelle des États-Unis, une autre guerre longue après celle de 2003 là, ça ne va pas les aider. On parle beaucoup du détroit d'Ormuz. Le voici en fait. Voici le détroit d'Ormuz, juste ici. C'est ça là. Vous voyez. Donc Arabie Saoudite, de l'autre côté, quand vous venez comme ceci, en passant par la mer d'Arabie, vous entrez là, Émirats Arabes Unis, Golfe, voici le détroit d'Ormuz. Et cette zone-ci est extrêmement importante pour le pétrole mondial. Voilà. Donc c'est vrai que depuis le début de l'affaire, je parle beaucoup du détroit d'Ormuz, mais le voici. C'est important pour Donald Trump en ce moment, c'est assez divisé, même au sein de la Maison-Blanche, on le sait bien, même au sein de son mouvement phare MAGA. On n'est pas forcément derrière le président, les enquêtes d'opinion commencent à sortir, disant que le peuple américain n'est pas forcément en faveur d'une intervention. En revanche, si l'Iran attaquait les bases américaines, ce serait le point de bascule ?
Oui, tout à fait. D'autant plus que la vision de la guerre en Iran divise profondément le camp MAGA, en fait. On a 60% des Américains qui ne veulent pas de guerre contre l'Iran, mais c'est un peu d'une manière générique. Mais dans le camp MAGA, il y a ceux qui pensent aussi qu'il faut terminer le travail, qu'il faut laver l'humiliation de 1979, lorsque l'ambassade américaine a été prise en otage avec le personnel à l'intérieur. Une fois de plus, c'est vous qui attaquez. Mais c'est vous qui voulez vous venger parce qu'on vous a puni quand vous avez attaqué. Et puis, il y a eu les multiples attentats aussi à Beyrouth contre les forces américaines. Hier, il y a eu un incident en Syrie. Alors, dans une base totalement isolée au nord-est de la Syrie, une base qui permet de lutter contre l'État islamique où il y a des soldats américains. Cette base a été visée avec de l'armement iranien par des milices chiites locales. On voit que ça n'a pas déclenché, au moins pour le moment, de réaction de la Maison-Blanche. Mais si ça venait à se multiplier, là, l'opinion publique, je parle des MAGA, pourrait très vite se retourner et s'aligner derrière ce que semble vouloir faire Donald Trump. Une fois de plus, je doute. Moi, je pense plutôt qu'au contraire, l'opinion publique MAGA voudrait simplement que les États-Unis quittent de là. Parce qu'il parle du Make America Great Again. Il voulait juste que les États-Unis quittent de là. Genre, laissez-nous avec vos guerres au Moyen-Orient. On est fatigué. On entend ça depuis qu'on est petit. On entend ça depuis nos parents. Donc, laissez-nous, tout simplement. Je doute que même les électeurs MAGA soient très pour ça en réalité. Sachant qu'en plus, il n'est pas question qu'il y ait des boys sur le sol, de boots underground. Oui. Ce sont uniquement des frappes aériennes. On parle beaucoup de Fordo, mais il y a d'autres sites qui peuvent être frappés par l'US Air Force et qui n'impliquent pas que des Américains soient mis en danger, sauf si un avion venait à être abattu. Mais on voit depuis 5 jours que les Iraniens ont très peu de capacité pour cela. Brandon. Oui, bien sûr. On voit depuis l'autre jour que les Iraniens ont toujours peu de capacité. D'ailleurs, ils n'ont même jamais eu de capacité. On ne sait même pas comment est-ce qu'ils arrivent à combattre. Tant qu'on y est. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.